Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette console que vous voyez devant vous, c'est la TrimUI Smart Pro. Console sortie en 2023, donc je suis un peu en retard sur le test, on va pas se mentir. Sauf que là, on m'a proposé de tester la nouvelle version, dotée d'une surcouche CrossMix OS. Logiciel en plus dans la console censé l'améliorer. Et si cette vidéo est possible, c'est grâce à mon partenaire d'aujourd'hui, MakeDIY. Je vais vous en parler pendant 2 minutes. MakeDIY est un revendeur de consoles rétro, vous permettant d'acquérir tout un tas de produits de la marque Anbernic, Mio, Retroid ou encore la fameuse TrimUI. Restez encore un peu et je vous montrerai comment vous offrir une console moins chère et tu vois très bien là où je veux en venir. Mais bon, assez parlé de tout ça, on va déjà voir si la console vaut le coup. Et comme vous le savez, sur chaque vidéo de test que je fais, il y a une partie unboxing, mais vous allez voir, c'est très rapide. Car oui, comme 99% des consoles chinoises d'émulation, vous aurez la console avec une petite protection dessus, une notice en chinois et en anglais, ainsi qu'un câble pour charger la console. C'est tout, après c'est largement suffisant. Et petit bonus, ils m'ont aussi envoyé une housse de transport. Donc c'est plutôt bien pratique. Si jamais vous la voulez, elle est dispo sur leur site, elle coûte une dizaine d'euros, donc ça va. Comme je le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, si je teste cette console aujourd'hui, c'est parce que c'est, on va dire, une sorte de version V2 de la console. Et n'ayant pas connu la première version, je vais avoir un petit peu de mal à vous expliquer les différences. C'est pour ça que j'ai été voir plusieurs tests d'autres youtubeurs pour voir un petit peu ce que donnait la première console et ce qu'apportait le CrossMix OS. Donc je vais essayer de vous le restituer au mieux. Et pour pouvoir tester correctement la console, MakeDIY m'a envoyé en prime une carte mémoire de 128 Go qui comprenait donc l'OS plus une centaine voire milliers de jeux par console. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi acheter la console nue, sans la carte mémoire, donc ça ne comprendra pas l'OS ni les jeux. Et pour bénéficier de ça, vous serez obligé de faire des mises à jour sur la console via un PC, etc. Ça va être un peu chiant, surtout que la différence de prix, c'est plus ou moins le prix d'une carte mémoire, donc en vrai ça va. Par contre, petit bémol, pour nous les Français, la console venant de Chine, forcément, les jeux installés sont soit en version US, soit en version Jap. Du coup, il vous faudra trouver des ROM françaises, et pour ça, rien de plus simple, un ordinateur, tac tac tac, sur Google, vous tapez ROM française, stop. Je n'irai pas plus loin dans cette explication, j'ai pas envie d'avoir de problème avec la loi, mais vous allez vous en sortir. Pour la suite, c'est très simple, vous prenez votre ROM, copier-coller dans le dossier de la carte mémoire, terminé. Bon, il serait peut-être temps qu'on parle un peu de la console maintenant. Voyons de plus près la console. Elle mesure 18,8 cm de long, 7,9 cm de hauteur et ne pèse que 459 grammes. Bon, en termes de poids, c'est pas beaucoup plus lourd qu'un smartphone. La console existe en 3 coloris, noir, blanc ou aspect Game Boy comme celle que moi j'ai reçue. Sur la tranche du bas, on retrouve le bouton FN, et ça n'a rien à voir avec certains partis politiques, hein. On y reviendra après. Un port USB-C pour le chargement de la console ou le transfert de données, un micro pratique pour les jeux DS, le port micro SD pour pouvoir mettre vos jeux, et une prise jack. Sur le haut de la console, on a le bouton d'allumage, pareil, plutôt bien pratique, un autre port USB-C qui servira à brancher une manette filaire par exemple, et les boutons de volume. Sur la partie haute, on a aussi les gâchettes L1, L2, R1, R2, qui, on y reviendra après, sont un peu difficiles d'accès dans certaines conditions. Et sur la face avant de la console, classique, la croix de direction, les boutons A, B, X, Y, 2 joysticks, un écran 4,96 pouces non tactile, et ça, je vous cache pas que c'est très dérangeant, et les boutons Start, Select et Menu. Au niveau de l'ergonomie de la console, honnêtement, on est entre une PSP et une Switch Lite. Vous voyez, par exemple, j'ai pas des grosses mains, et pourtant, mon pouce recouvre complètement la croix, le joystick, et les boutons sont assez petits. D'ailleurs, en parlant des joysticks, je suis pas sur la version de joystick que je préfère. Comme vous pouvez le voir, les joysticks sont à ras de la coque, et assez courts. Du coup, on dérape quand même assez vite du joystick. Et le positionnement du joystick me dérange un peu. Parce que vu qu'il est tout en bas, j'ai du mal à avoir accès à la gâchette L2. Alors que quand je suis sur la croix, non. Alors, fort heureusement, la plupart des jeux qui émulent cette console ne se jouent qu'à la croix. Mais pour ceux qui nécessitent le joystick comme la PlayStation 1, la 64, la Dreamcast ou la PSP, eh bien sur ces consoles-là, j'avais un peu plus de mal puisque du coup j'étais obligé de casser mon poignet bizarrement pour avoir accès et au joystick et à la gâchette. Peut-être à revoir pour une TrimUI 2 quoi. Dernier point sur les joysticks qui a une très petite incidence, c'est qu'ils ne sont pas cliquables. Donc pas de L3, pas de R3. Comme je vous disais, l'importance elle est minime puisque de toute façon, quasiment aucun jeu ne nécessite du L3, R3. Alors pour contrebalancer ces mauvaises notes, je vais vous en donner une positive. Cette console a une batterie monstrueuse. Ça fait 1 semaine que j'ai la console, j'y joue quand même assez fréquemment et je l'ai très peu rechargée.
Encore récemment, j'ai dû prendre l'avion, et merci Ryanair, car je suis passé d'un vol qui devait faire 1h30 à un vol qui en a fait 4. Donc j'ai eu l'occasion de vraiment tester la machine, et j'ai pas eu à me soucier de l'autonomie. J'ai joué, et j'ai perdu 40% en 4 heures de jeu. Et enfin, pour ceux qui aiment le technique, voici la fiche de la console. Alors, vous voyez, c'est pas un monstre de puissance, mais il y a un truc dont j'ai pas encore parlé, c'est son prix. Et autant vous dire que le rapport qualité-prix est incroyable. Car oui, elle coûte moins de 100 €. Oui, moins de 100 €. Et même si déjà 100 € c'est pas hyper cher pour cette console, je vais vous donner un petit cadeau pour l'avoir moins cher. Avec le code EZEDOR16, c'est pas 10%, c'est pas 11%, c'est pas 12%. C'est bon, j'arrête, c'est chiant. Ce qui fait que la console passe de 99 € à 85 €. Est-ce que c'est pas beau ça? Mais si, bah si. Le lien du site en description. Et ce lien n'est pas un lien affilié, donc encore une fois, je ne gagnerai pas d'argent. Mais de cette façon, je suis totalement libre de mes propos et je peux faire ce que je veux dans la vidéo et dire ce que je pense réellement de la console. Donc, pour vous, c'est tout bénef. Et là, on va rentrer en détail dans la console puisqu'il faut quand même que je vous explique ce pourquoi on m'a envoyé la console, c'est-à-dire le cross-mix. Laissez-moi vous l'expliquer plus en détail. Déjà, et c'est très important, il sera possible dans les options de mettre sa console en français. Ça peut vous paraître tout bête, mais dans la première version, ce n'était pas disponible. En plus de ça, il y a tout un tas d'autres réglages qui sont les bienvenus. Vous retrouverez par exemple un lecteur de vidéo, ce qui vous permettra de regarder un film si vous le souhaitez. L'application Moonlight aussi a été ajoutée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une appli qui vous permet de contrôler votre PC à distance et donc de jouer éventuellement à vos jeux Steam, par exemple. Il y a plein d'autres applis à l'intérieur que j'ai ouvert une fois pour voir ce que c'était et j'y retournerai plus. Il y a pas mal de trucs qui ouvrent des lignes de commande sous Linux, je comprenais rien. Et en plus, c'était pas simple d'en sortir, donc vaut mieux pas toucher ce qu'on connaît pas. Et est-ce que vous vous rappelez du bouton FN? Lui, en fait, il permet d'activer tout un tas de paramètres d'optimisation de la console que vous trouvez dans cette application. Et grâce à tous ces petits trucs en plus, la console qui avant avait du mal, visiblement sur certaines consoles comme la PS1, la 64 ou même la PSP, s'en sort aujourd'hui bien mieux. Avec les gâchettes, vous pouvez naviguer de menu en menu pour accéder aux options, aux émulateurs, mettre des jeux en favoris pour pouvoir les retrouver plus vite. Et en jeu, le bouton menu vous donne accès à plusieurs options, comme la sauvegarde pour les jeux qui n'en avaient pas, un menu avancé pour les gens qui aiment vraiment paramétrer en détail les émulateurs, etc. Sachant que CrossMix OS vous met d'office les meilleurs réglages pour la plupart des émulateurs, donc vraiment c'est du clé en main. Petit plus vraiment très sympa, c'est possible de jouer en ligne sur la plupart des jeux. Il vous suffit d'aller sur le menu en question, donc jeu en ligne, et c'est parti, vous pouvez jouer avec vos amis. Alors, j'aimerais bien vous montrer ce que ça donne, mais malheureusement, je n'ai pas d'amis. Et également, c'est par ce menu-là que vous passerez pour quitter vos jeux. Pareil, plutôt bien pratique. Un autre avantage pas négligeable du CrossMix, c'est qu'avant, pour faire les mises à jour dans l'ancienne version, tu étais obligé de prendre ta carte mémoire, la mettre sur ton PC, rechercher les mises à jour, les mettre dans la carte mémoire, remettre ta carte mémoire dans la machine, installer les mises à jour via la machine dans la carte mémoire. C'était chiant! Alors qu'avec le nouvel OS, c'est très simple. Tu vas dans les paramètres, tu vas sur les mises à jour, tu fais cliquer, et paf, elles se mettent à jour toutes seules. Bon, et si on passait à la partie que vous avez très certainement envie de voir depuis le début de cette vidéo, mais qu'est-ce que ça donne niveau émulation? Et oui, c'est bien Tintin au Tibet, ce jeu de l'horreur. Eh bien, la console émule 56 systèmes différents. Alors, je vais pas vous mentir, la moitié m'est totalement inconnue, hein. Comme la 2600, la Coleco, la Lores NX, et encore plein d'autres que je connais pas. Mais par contre, c'est un vrai plaisir de retrouver la Super NES, la Mega Drive, la Game Boy Advance, la PS1, la Nintendo 64, la Dreamcast. Un régal. L'écran au format 16 neuvième est idéal pour les jeux de PSP, et c'est tout. Pour tous les autres systèmes, vous aurez un petit overlay qui comblera le reste de l'écran, parce que pour rappel, les jeux d'autrefois, de l'ancien temps je dirais, étaient en 4/3. Au niveau de l'émulation, j'ai constaté quelques petits soucis, notamment des problèmes d'affichage sur certains jeux Nintendo 64, par exemple. Sur Pokémon Stadium, vous voyez, là je suis censé avoir les images des Pokémon qui s'affichent, et j'ai des carrés noirs. C'est pas méchant, mais c'est un bug. Ou alors, sur la PSP, on a des jeux qui sont pas toujours super fluides, malgré l'augmentation de performance de l'OS.
Et des fois, je comprends vraiment pas le compteur de FPS. Il y a des jeux, comme les Simpsons par exemple, qui sont bloqués à 20 FPS, et pourtant, il me paraît totalement fluide. A contrario, quand je lance un GTA Vice City Story, et bah là, il va tourner entre 20 et 25 FPS, et ça va être presque injouable. Du coup, je vous cache pas, je comprends pas tout. Et des fois, on a du 30 FPS constant, comme sur Dragon Ball, Shin Budokai et plein d'autres jeux. Donc la PSP, c'est ok, mais il se peut que vous ayez quelques soucis sur certains jeux. Et en plus, inutile de baisser la résolution des jeux en se disant que ça fonctionnera mieux. C'est totalement faux. Il fonctionne même mieux en x2 plutôt qu'en résolution native. Pourquoi encore? Je sais pas. Mais à part la PSP au niveau fluidité où ça varie selon les jeux, que ce soit la Dreamcast, la PlayStation 1, la DS ou toute autre plateforme que la console peut émuler, tout tourne parfaitement. Alors pour finir ce test de la console, je vais vous donner les points positifs et les points négatifs de la console pour que vous puissiez avoir un petit récap et vous faire votre propre avis. Dans les avantages déjà, il y a le rapport qualité-prix. J'ai pu tester des consoles sans forcément les faire en vidéo qui ressemblaient, vous savez, à des Game Boy qu'on voit beaucoup dans les pubs TikTok et qui galèrent à faire tourner la PS1. C'est incapable de faire tourner un jeu de 64 et pourtant ça coûte le même prix. Donc clairement, pour ce tarif-là, je la trouve très très bien. Ensuite, on a une console capable justement d'émuler de la Dreamcast, de la PS1, de la PSP pour moins de 100 €. Une batterie qui tient entre 8 et 10 heures. C'est tout bonnement parfait. Un écran de 4,96 pouces en 720p avec un très beau rendu de couleur et une surcouche logicielle Crossmix qui améliore grandement les performances par rapport à la version d'avant. Mais, il y a aussi des défauts, et il y en a plusieurs. Déjà, l'écran. Aussi beau soit-il, il n'est pas tactile. Et je vous cache pas que sur des jeux comme la DS par exemple, ou même la navigation des menus, c'est pas pratique. Combien de fois j'ai appuyé sur un icône pensant pouvoir le valider, pour rien, je vous cache pas que j'ai arrêté de compter. L'ergonomie générale de la console, je suis mitigé. Les joysticks sont trop courts, trop petits, les gâchettes sont compliquées d'accès si tu veux jouer avec le joystick. Je suis pas fan de l'ergonomie de la console. La console chauffe. Alors oui, j'en ai pas trop parlé, car c'est pas hyper dérangeant non plus, mais c'est vrai que sur certains jeux et au bout d'une certaine durée de jeu, j'ai senti que l'arrière de ma console chauffait. Donc je voulais le préciser. Et enfin, dernier point, il n'y a pas de sortie HDMI. C'est-à-dire qu'il te laisse la possibilité d'ajouter une seconde manette pour jouer à deux, mais sur un écran de 5 pouces. Du coup, c'est pas terrible. J'aurais préféré pouvoir jouer sur ma télé. Bon, on approche de la fin de la vidéo, donc il serait peut-être temps de te dire, est-ce que je te recommande cette console? Eh bien, laisse-moi te dire que je suis mitigé. D'un côté, dans ma tête, ça me dit, c'est une console à 70 €, regarde tout ce qu'elle peut faire, c'est fou. Et ce côté-là de ma tête a raison. Et un autre côté de ma tête me dit, la prise en main, elle est pas folle, il n'y a pas d'écran tactile. Et elle a pas tort non plus, cette partie de ma tête, tu vois. Mais si on reste rationnel 5 minutes, 70 € la console, t'émules de la PS1, de la 64, de la Dreamcast, de la PSP, ça tient 8-10 heures, tu peux rejouer à tous tes classiques. Franchement ça va, c'est le prix d'un jeu PS5 quoi. Et encore, un jeu PS5 c'est plus cher, et t'as qu'un jeu. Donc écoutez, le plus simple, c'est que je vous laisse vous débrouiller tout seul. Ouais, ça c'est le plus simple en fait. Je viens de vous faire une vidéo pour vous montrer tout ce qu'elle peut faire. À vous de juger. Mais en tout cas, si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Continuez de vous abonner, etc. Ça soutient énormément. Vous voyez, grâce à vous, je reçois des produits à vous présenter en vidéo. Produits que vous pouvez avoir moins cher grâce à mon code DZOR16, je le rappelle. Lien en description. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo les amis. C'était ZOR. Bye.